Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, cet atelier proposé par Cap Industrie et ses partenaires, et notamment Louisol et l'Union des entreprises du Sud de l'Aisne, consacré aux outils et solutions pratiques pour accompagner et dynamiser les PMI. J'ai le plaisir d'accueillir différents intervenants, Aurélien et Kevin de BPI, Luc de Trois Axes, mais également industriel référent pour territoire d'industrie sud de l'Aisne, Carole du Septime et Jérôme de la Sofitech. Vous comprendrez au fur et à mesure leurs interventions, leurs actions, ce qu'ils peuvent proposer pour concourir au développement de votre entreprise. Et surtout, voir comment vous pouvez faire appel à eux. Nous sommes en format hybride, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous accompagnent dans la salle, juste devant moi. Vous les voyez pas, mais ils sont bien là. Ils pourront aussi vous poser des questions puisque cette réunion est surtout faite pour vous. Il faut que ça soit interactif, que vous repartiez avec des solutions. Comme dirait Emilio. Pour le confort de tous, quelques petites règles. Hein. Si vous avez des commentaires, il y a un chat qui se tient en bas à droite de votre écran. Vous pouvez nous poser nos questions à distance. Pour l'auditoire, c'est juste tout simplement lever la main. Bienveillance, écoute, qui sont les maîtres mots. Et puis, vous aurez le replay du webinaire qui sera accessible directement à la fin. Et le support est accessible également en téléchargement. Alors, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis des soins syndicales territoriales des UMM de France pour accompagner le développement des entreprises de la branche mécanique métallurgie dans leur développement. On travaille avec tous les partenaires de l'écosystème et notamment des partenaires historiques. Je pense au CETIM, je pense à la Sofitech, je pense aussi à la BPI. L'idée, c'est de construire et d'avoir une force de frappe pour accompagner les entreprises et notamment les entreprises des Hauts-de-France. Au niveau de Cap Industrie, on a un conseil d'administration qui est composé uniquement d'industriels, dont Pascal qui est présent aujourd'hui, pour nous permettre d'avoir une action la plus proche possible des besoins du terrain. Au niveau de l'équipe, j'ai deux collègues, Elodie et Sophie, qui sont basés plutôt sur Lille. Moi qui suis sur le versant sud, Olivier, le directeur opérationnel, puis le support de toutes les équipes des UIMM en Hauts-de-France. Et au niveau du réseau CCI, Nicolas et François qui sont basés sur Lille pour la partie CCI de région Hauts-de-France et le support de toutes les équipes territoriales des CCI, notamment la CCI de l'Aisne aujourd'hui puisqu'on est dans le sud du territoire. Alors, je vous l'ai dit, Cap Industrie a pour mission d'accompagner le développement économique des entreprises industrielles de la branche mécanique métallurgie sur les Hauts-de-France. On a deux axes d'intervention, l'accompagnement individuel des projets sous les angles stratégie, produits process, transition écologique, financement, RSE, marque employeur, performance industrielle, etc. C'est vraiment un accompagnement 360 degrés puisqu'on travaille avec tous les partenaires. Et puis, comme aujourd'hui, de l'animation des tissus industriels via des informations, des actions à portée collective, c'est-à-dire des webinaires, des ateliers en physique, des rencontres business. On va y revenir. Puisqu'on a 5 axes d'intervention, la stratégie, le business et filière marché, produits process, le développement durable et transition écologique, le financement et l'excellence en termes de ressources humaines, excellence RH, attractivité. Je vous ai mis, on a fait une synthèse de ce que l'on propose, quelques éléments majeurs. Les rencontres business, c'est la rencontre industrielle régionale, c'est des speed business meetings. Je forme une petite demi-heure par rendez-vous, où vous pouvez découvrir des sous-traitants locaux, faire la promotion de vos savoir-faire, rencontrer de nouveaux partenaires, fournisseurs, et puis en savoir plus sur les projets en région. On a fait la dernière édition sur Valenciennes, le 11 juin dernier. Il y avait un peu plus de 180 industriels présents, 320 rendez-vous B2B qui ont été réalisés, des ateliers sur les opportunités business en région avec la construction de l'EPR2,
à Gravelines, le canal Nord-Seine-Europe, les nouveaux projets sur le secteur du Valenciennois, et puis 2 ateliers sur les critères d'achat des donneurs d'ordre avec Alstom et Cubotin. Ils venaient présenter comment ils évoluaient dans leurs critères d'achat, en intégrant notamment le critère RSE, et puis les volumes d'achat, les marchés associés bien évidemment. En 2025, les RIRS, rencontres industrielles régionales, se dérouleront en juin sur Amiens. A priori, la semaine entre le 20 et le 30 juin, on avait fixé une première date, mais elle est en train de bouger. On vous la communiquera par la suite, mais gardez en tête que ce sera en juin sur Amiens. Et puis, de manière plus précise, les RIR, c'est sur un territoire. Cap Business, c'est par rapport à une filière d'activité, ce qui permet à des donneurs d'ordre de sourcer des sous-traitants de proximité. On l'a fait sur la chimie, on l'a fait sur l'agroalimentaire. On va le faire sur la mobilité le 6 mars à Douai. On a déjà répondu présent en termes d'industriels, Magneto Wheel, Toyota Bokoshu, le groupe Antonin et la Favi. Il y en a encore 2-3 dont je ne pourrais pas vous citer le nom, puisqu'on est encore de finalisation, mais il devrait y avoir au moins 7 donneurs d'ordre également de présents. Sur la partie financement, classiquement, c'est l'information, le conseil, l'accompagnement de vos projets, un petit peu un rôle de guide et bon tuyau, si je puis dire, avec un appui conseil à la définition de la structuration du projet à financer, l'identification de ce qui est possible d'avoir en termes de dispositifs, outils de financement, et puis un rôle de facilitateur de vos projets, puisqu'on vous met en relation avec les structures et les partenaires. On a des outils spécifiques pour les adhérents de l'UIMM qui sont mis en place. Le prêt participatif croissance PMI que Jérôme va vous présenter par la suite. Et le prêt moyen terme UIMM French Fab que Kevin pourra vous décrire. On organise régulièrement des ateliers d'information comme ce soir, sous format physique, webinaire ou hybride, avec différentes thématiques traitées. On s'adapte le plus possible à l'actualité. On s'interdit pas dès lors qu'il y a un sens et une utilité pour l'entreprise. Là, je vous ai mis quelques exemples. On a fait un atelier sur les aides de la région Hauts-de-France en faveur de l'industrie, puisque le catalogue avait évolué. Comment anticiper les difficultés financières en termes de prévention et d'outils de consolidation. Les outils pour mener à bien des projets d'efficacité énergétique, photovoltaïque, comment on s'y prend avec des retours d'expérience, les aides de la région, etc. L'ACV, l'éco-conception, les pénuries d'approvisionnement, comment et pourquoi mettre en place une démarche RSE. Là, c'est des ateliers qu'on adapte à vos besoins, donc vous pouvez aussi nous remonter ce que vous souhaitez voir travailler. Et puis j'en finirai, puisque l'idée c'est de vous apporter des informations par nos partenaires intervenants, c'est comment vous pouvez vous tenir informé de ce qui existe, tout simplement en allant sur le site de CAP, vous inscrire à notre newsletter ou vous abonner au fil LinkedIn. Tout est repris dessus. Jérôme, je te laisse la parole pour présenter Sofitech et puis les dispositifs de financement que tu proposes. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Merci à Nicolas Martin qui m'a accueilli et proposé une visite de ce locaux. Et puis merci à Mathieu qui a organisé l'événement aujourd'hui dans le programme UIMM Picardie Cap Industrie. Alors oui, j'interviens aujourd'hui pour vous parler un petit peu de Sofitech et de nos actions. Je vais vous parler d'abord et vous présenter qui est Sofitech. Je vais reprendre quelques slides sur le contexte économique actuel. La majorité d'entre vous, en présentiel ou en ligne, connaissez le contexte, mais j'ai sorti quelques slides de la COFAS qui sont très bavards. Et après, je ferai un focus spécifique sur la facturage et surtout sur le croissance PMI tout à l'heure, en fin d'intervention. Mathieu, je te laisse en revanche, tu restes le maître du temps. Voilà. Sofitech est une structure de caution mutuelle qui a été créée en 1961
et qui est présidé depuis peu par Philippe Comté, qui était le DG de la FIM, dirigé par Martin Clémence, qui est désormais parti à la retraite, et opérationnellement, toujours Antoine Alopo, aux manettes. Voilà. Le siège est basé à la Maison de la Mécanique, ça ne s'invente pas à Courbevoie à la Défense, dans l'immeuble de la FIM Mécalliance. Voilà. Sofitec est une structure qui est située dans la mouvance des organisations professionnelles de l'industrie manufacturière. Ses principaux administrateurs sont la FIM, ça va de soi, le GIFAS, la FIEC, les fondeurs de France, Olivia, Franchimie et aussi une banque avec laquelle nous travaillons beaucoup, et je vous l'expliquerai tout à l'heure, le Crédit Coopératif. Sofitec reste néanmoins une petite structure d'une quinzaine de personnes et qui propose des solutions de financement pour les investissements et les marchés qui vous intéressent. Nous accompagnons le Crédit Coopératif qui verse des prêts sur les investissements industriels sur 5 délégations régionales, grosso modo la moitié nord et toute la partie ouest. C'est une autre structure qui s'appelle Sommet-du-Mec qui va couvrir le couloir rhodanien et le golfe du Lion. Sofitec, c'est 600 dossiers étudiés par an, notamment en 2023, mais ça va être le cas également en 2024 pour 200 millions d'euros et surtout 130 millions de financement contre garantie par Sofitec. C'est 2000 sociétaires. L'objectif est d'apporter des contre-garanties, comme le fait d'ailleurs BPI, et faire en sorte de préserver l'enthousiasme bancaire qui est nécessaire à la concrétisation des investissements que vous avez besoin de réaliser. On va intervenir sur des sujets d'investissement matériel, immatériel, immobilier, avec des prêts moyen terme, CBM ou CBI. Les objets de financement que nous intervenons, ça peut aussi concerner des croissances externes ou du rachat de titres, et aussi des prêts BFR. Ça fait partie des sujets qui sont traités. Et on va s'intéresser aussi au financement de la croissance, de l'innovation et des projets de développement, notamment grâce aux croissances PMI que je vais aborder tout à l'heure. J'ai envie de dire, j'ai la sensation que je suis généralement bien accueilli chez les dirigeants industriels parce que je ne leur coûte rien. Voilà. Je ne leur coûte rien. C'est la banque avec laquelle nous allons travailler qui sera facturée de nos interventions. L'idée est vraiment d'apporter des contre-garanties, de prendre une partie du risque bancaire et faire en sorte que dans le schéma de garantie, on en demande moins sur les garanties personnelles. Toutes les souscriptions qui peuvent être versées à Sofitec sont toujours intégralement restituées au terme de l'encours. Je l'ai indiqué en bas du slide précédent, je le réindique sur cette page-là. Nous savons aussi intervenir sur les sujets de caution de marché. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel nous intervenons de plus en plus souvent. Il arrive très fréquemment que des industriels soient amenés à travailler avec des sociétés qui sont allègrement plus grosses ou allègrement plus modestes. Dès lors qu'il y a des écarts de taille, le sujet des cautions de marché est souvent récurrent et nécessaire pour permettre le commerce entre ces deux sociétés-là. On peut intervenir et faire en sorte de faciliter les relations commerciales entre ces deux types de structures. On va intervenir sur les cautions de restitution d'acompte, des cautions de bonne fin, bref, toutes les cautions de marché qui existent. On va parler de la facturage et je vais y revenir, donc je m'éternise, je vais pas rester trop longtemps là-dessus. L'idée également, c'est que l'on constate de plus en plus aussi le besoin de certains industriels qui vendent des assets aboutis, d'essayer de faciliter leur vente. Mais il est possible d'utiliser la finance et des outils financiers pour mieux vendre, augmenter peut-être le nombre de ces ventes en vendant pas des encours de production, mais des assets aboutis en location financière. Il est d'ailleurs même possible pour les industriels d'investir dans du matériel grâce à de la location financière. On voyait ça plutôt sur des machines, sur de l'informatique. Aujourd'hui, la location financière, on en voit aussi dans l'industrie et de plus en plus. Alors, maintenant que j'ai parlé brièvement de Sofitec, inutile de faire trop long sur le sujet, ce n'est pas l'objet. Je vais présenter 4 slides. Je suis désolé, mais malheureusement, il faut partir, il faut en parler. C'est pratique parce qu'avec ce qui s'est passé en 2020, on reconnaît très vite les années avec la crise Covid.
Donc, on se repère bien sur les années. En tous les cas, ce slide ne fait que parler des prévisions de croissance. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur les autres pays. Je vais humblement rester concentré sur la France. Et on peut constater l'année 2023 qui est couleur terre, 2024 bleu foncé et la prévision également 2025. Bon, on constate de la croissance, tant mieux. J'ai envie de vous dire qu'il faut quand même retraiter ce qui nous est dit sur ce slide avec l'inflation, quand bien même elle est aujourd'hui bien plus maîtrisée qu'elle ne l'était il y a quelque temps. Si on tient compte de l'inflation, je ne suis pas certain que cet histogramme serait au-dessus de l'abscisse. Également, un autre slide qui est un petit peu la continuité logique et la suite logique du précédent, l'évolution de la trésorerie des entreprises. Alors, c'est un slide assez global qui vient de la COFAS, qui est officiel. Hein. Encore une fois, on repère rapidement 2020 et l'impact positif de l'arrivée du PGE contre-garantie par BPI ici présent, qui a permis de redresser la barre de la trésorerie des entreprises très rapidement. Ceci étant dit, depuis que les PGE ont été distribués, vous pouvez toutes et tous constater la dégradation continue de la trésorerie des entreprises pour arriver à des niveaux inquiétants. Le slide suivant va être encore la suite logique du précédent. Et alors là, vous voyez deux graphes. Encore une fois, je vais me concentrer uniquement sur la courbe, la ligne brisée qui concerne la France, qui est la ligne bleue foncée sur le graphe de gauche. Ce slide, je l'aime beaucoup parce qu'il nous donne l'évolution des défaillances en France et dans d'autres pays, certes, hein, mais intéressons-nous à la France, par rapport à la dernière année de référence qui est celle de 2019. Oui, nous vivons dans un monde où l'exceptionnel est devenu la normalité et la normalité exceptionnelle. Je sais, nous sommes en 2024 et nous clôturons l'année et pourtant la dernière année de référence classique, à peu près normale, est 2019. Vous constatez que l'abscisse 2019 est rejoint sur la courbe de la France en 2023 et le nombre de défaillances ne cesse d'augmenter. Les dernières informations et échanges que nous avons eus avec la COFAS confirment encore cette tendance qui n'a pas cessé. Voilà. J'aime ce slide parce que nous sommes dans les Hauts-de-France, donc c'est intéressant de le regarder. Il reprend les 5 départements de la région et on peut voir quand même que, encore une fois, les défaillances continuent sur le cumul 2024 à progresser sur la région. Ce slide ne concerne pas uniquement l'industrie. Vous le voyez sur le camembert qui est sur la gauche. L'industrie, dans ces chiffres, représente 6% de toute l'analyse qui est faite, mais néanmoins, ça donne quand même une tendance. Je vais me permettre de vous dire que ces chiffres-là sont relativement homogènes sur la majorité des régions de France. Je m'arrêterai sur ce contexte-là. Je trouvais que ces slides étaient assez bavards, mais ils permettent de fixer un point de départ à l'échange, et c'est pourquoi, dans des moments où la trésorerie a tendance à se dégrader, il existe des solutions pour vous permettre d'essayer de la préserver autant que faire se peut. Et il est vrai que l'affacturage est une de ces solutions. Peut-être utilisez-vous aujourd'hui l'affacturage, peut-être l'envisagez-vous, peut-être vous pouvez vous poser la question d'y avoir recours. En tous les cas, il existe des solutions. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, mais qui avait parfois, dans un format assez standard, le défaut d'être un petit peu cher, de mon humble perspective. Alors c'est pratique d'avoir une solution pour céder des factures et récupérer son cash plus rapidement. Encore faut-il que le coût global de la prestation ne soit pas trop excessif et ne croque pas toute la marge de la société. C'est en cela qu'avec Sofitech, on a monté des partenariats avec plusieurs facteurs de la place en vue de réduire autant que faire se peut le dépôt de garantie. Je grossis, je donne un exemple rapide sur un format standard. Le facteur va conserver un dépôt de garantie qui vous appartient et qui vous est restitué d'environ 10%. Mais la rotation naturelle des factures fait que vous avez toujours 10% dehors.
Donc, quand on cède des factures pour récupérer du cash, c'est quand même bien d'éviter d'avoir un dépôt de garantie qui soit trop conséquent à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est en cela que notre intervention, aux côtés des facteurs avec lesquels nous avons monté des partenariats, nous permet de réduire ce dépôt de garantie de 10 à 3%. C'est puissant, c'est unique sur le marché. Et quand on parle de difficultés de trésorerie, j'ai été obligé de vous présenter, et Mathieu me l'avait demandé, de parler brièvement de ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on évoque cette particularité, moi, souvent, ça fait mouche, hein, parce que quand on sait facture de 10 000 et qu'on récupère tout de suite 9 700, c'est quand même confortable. Voilà. En revanche, je dois clairement spécifier que mon intervention et notre intervention sur ces facteurs n'a aucun effet positif ou négatif d'ailleurs sur la commission d'affacturage ou la commission de financement qui va aller à côté. Mon intervention n'aura aussi aucun effet sur le niveau d'encours de l'assurance crédit nécessaire pour accompagner la ligne factor. Mais néanmoins, notre présence permet de réduire le niveau du dépôt de garantie. Et c'est l'exemple que vous voyez sur ce slide-là. Sur une société qui fait 2 millions d'encours, c'est un exemple, hein, ça peut être beaucoup moins, et après il suffit de prendre l'échelle de proportion. Le dépôt de garantie peut représenter 200 000 euros, avec un dépôt de garantie à 3%, c'est 60 000 euros. Vous faites naturellement la différence, c'est quand même mieux d'avoir ça sur les comptes de la société. Je vais passer au slide suivant et me concentrer désormais sur le croissance PMI qui a été évoqué par Mathieu, que je vous ai évoqué brièvement. C'est une ligne de financement qui a été sollicitée il y a maintenant une vingtaine d'années par l'UIMM, qui a été créée par l'UIMM et qui a mandaté le Crédit Coopératif et Sofitech pour les mettre en place. Voilà. Nous travaillons, je le disais tout à l'heure, de façon assez étroite avec le Crédit Coopératif, avec les différents centres d'affaires de la région qui sont au nombre de 4. Je vais les prendre du nord jusqu'au celui qui est le plus au sud, Dunkerque, Lille, Arras et Amiens. Amiens qui en l'occurrence couvre les 3 départements Picard. Et nous travaillons beaucoup avec le Crédit Coopératif. Je suis obligé de faire un petit focus là-dessus. C'est une banque qui est très orientée, composée de chargés d'affaires entreprises, orientée sur différents marchés, pas tous, mais concentrée notamment sur l'industrie. Et il nous semblait logique de travailler avec eux. Ce que j'apprécie également dans l'approche du Crédit Coopératif, dont le centre d'affaires d'Amiens est dirigé par Coralie Mahon, l'approche unique de ce partenariat que nous avons avec eux reflète de l'humilité bancaire qui est la leur, à savoir de se dire, on monte un dossier, on l'instruit, mais on va quand même discuter avec Sofitech pour voir si on a bien compris le dossier, pour voir si on peut aller chercher une garantie pour accompagner ce dossier qui est peut-être parfois plus à la frontière de l'acceptation. Il y a de véritables humilités dans l'approche de l'instruction du dossier. Et ça, c'est admirable et unique sur le marché. Donc, pour revenir maintenant, me concentrer sur le croissance PMI, c'est une ligne de financement modeste, hein, qui va de 50 000 à 300 000 euros, dont le montant, je l'indique, mais c'est important, qui est limité aux fonds propres de l'emprunteur. Cette ligne de croissance PMI doit obligatoirement être accompagnée d'un prêt complémentaire, donc d'une seconde ligne de financement versée également par le Crédit Coopératif, ici en l'occurrence celui d'Amiens. Et j'interviens en contre-garantie, bien évidemment, de cette ligne de prêt complémentaire qui doit être au moins du même montant que le croissance PMI. Donc, si on fait un croissance PMI de 100 000 euros, il faudra que le prêt complémentaire du Crédit Coopératif soit au moins égal à 100 000 euros. Il est arrivé par le passé de mettre des croissances PMI d'un montant de 300 000 euros et des prêts complémentaires de 2 millions. On l'a déjà fait, hein, dans les projets ambitieux, denses d'investissement. C'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est comme ça que se monte le dossier. Le financement croissance PMI, je ne parle pas du prêt complémentaire, hein, mais le croissance PMI peut avoir une durée qui va de 4 à 7 ans, avec une possibilité de franchise de remboursement en capital qui peut aller jusqu'à 2 ans. Ça peut être aucune année de franchise en capital, mais ça peut être 1, ça peut être 2. Mais plus il y a de franchise, d'années de franchise,
moins il va y avoir d'années d'amortissement. Donc, c'est quand même une instruction et une réflexion à mener pour être certain de ne pas se tromper ou d'alourdir les années suivantes. Si on achète par un industriel, un dirigeant achète ou fait une croissance externe avec une société qui tourne déjà bien, la franchise est-elle utile? Pas certain. En revanche, sur un projet de croissance pure où on va attaquer un nouveau marché avec un nouvel investissement, là, peut-être que le temps de rentrer dans une véritable exploitation, ça peut avoir du sens que d'utiliser une franchise et préserver ainsi, encore une fois, la trésorerie de l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets qui sont possibles avec le croissance PMI et c'est important parce que la franchise, on y avait accès assez facilement avant. Vous l'avez peut-être constaté de par vos relations avec vos partenaires bancaires, quand même beaucoup moins maintenant. Et puis, il est tout à fait aussi possible d'avoir dans ce croissance publique un montant de BFR qui peut aller jusqu'à 50%. Et ça, c'est important. Parce que sur des projets de croissance, le BFR est bien souvent nécessaire. Aller travailler sur un nouveau marché, travailler en interne, toutes les réunions nécessaires en interne pour sculpter un projet, une approche, mais c'est mangeur de cash tout ça. Donc il est difficile de parler de croissance sans avoir besoin de BFR. Il était donc important que le BFR soit présent dans cette ligne de financement. Le BFR était présent jusqu'à 20% il y a un certain nombre d'années et on a fait en sorte de l'augmenter pour rendre ce produit-là plus pertinent. Un point qui est essentiel et qui montre aussi à quel point l'UIMM mouille la chemise. Aujourd'hui, c'est un produit UIMM, c'est une chose. Toutes les chambres territoriales UIMM n'ont pas forcément décidé d'avoir un accompagnement sur le développement économique. Ici, vous avez Mathieu qui vous accompagne au quotidien et depuis des années maintenant, parce que ça a été une volonté de l'UIMM Pierre Cardi notamment, mais également des autres chambres territoriales de la région de France, mais c'est pas le cas partout, de vouloir se concentrer au-delà du métier principal qui est celui de l'UIMM, aussi sur des sujets de développement économique. Alors moi, j'en suis ravi. Je pense que les industriels qui sont présents ici et qui nous regardent en distanciel apprécient ça. Mais le croissance PMI, il est 100% garanti UIMM. Et ça montre à quel point l'organisation est à vos côtés pour vous accompagner sur ces sujets de croissance. Avoir une garantie à 100%, c'est magnifique, c'est unique. Voilà. Donc c'est important de s'arrêter là-dessus et ça change naturellement le schéma de garantie. Ça va de soi. À partir du moment où il y a une garantie 100% portée par l'UIMM, il ne va pas y avoir de contre-garantie ni BPI, ni Sofitech, pas de gage, pas de nantissement, pas de PPD, rien de tout ça. Et cette ligne de financement croissance PMI est uniquement à destination des adhérents UIMM. OK ? Alors, comment y a-t-on accès? Il y a des critères de préqualification pour cette ligne de financement croissance PMI. Et ce n'est ni le Crédit Coopératif, ni Sofitech qui les avons déterminés. C'est l'UIMM qui a déterminé ces critères de préqualification et le Crédit Coopératif et Sofitech, nous sommes mandatés pour faire en sorte de les respecter au nom de l'UIMM. Donc, naturellement, le premier critère, être un adhérent UIMM. Ça va sans dire, mais on le répète. Avoir une cotation BDF 5+ minimum. Bon, je ne sais pas si vous êtes alerte sur le sujet des cotations BDF, mais on voit quand même relativement large sur le sujet. Avoir publié au moins 3 bilans. En tous les cas, que la société d'exploitation existe à minima depuis au moins 3 ans. Présenter une situation nette positive, donc avoir des fonds propres qui soient à la hauteur du projet pour avoir un ratio d'autonomie qui correspond quand même à ce que regarde un établissement financier et bancaire sur l'instruction d'un dossier d'investissement, et puis avoir une capacité d'autofinancement, donc cette aptitude, cette capacité pulmonaire à pouvoir porter la dette que va générer ce croissance PMI accompagné du prêt complémentaire et financer un investissement immobilisé au bilan, qu'il soit corporel ou incorporel, bien évidemment. Une fois qu'on a monté cette fiche de préqualification, on peut ensuite présenter, et là c'est Sofitech qui va présenter le dossier à un comité d'agrément qui va être composé
de permanents et d'adhérents UIMM en vue d'avoir un contrôle de l'UIMM sur le projet de croissance PMI. C'est normal, quand on donne sa garantie totale sur le dossier, c'est normal aussi que l'UIMM jette un œil au nom de tous ses adhérents sur la viabilité, la cohérence du projet, pas sur l'analyse financière. L'UIMM a fait appel au Crédit Coopératif et à Sofitec pour le faire, mais sur la cohérence générale du dossier. Ici, sur ce slide-là, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, et si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, mais ce sont des exemples de dossiers qui ont été réalisés. Bien évidemment, il y a de la discrétion, les noms ne sont pas évoqués, ça va de soi, mais voilà des projets qui donnent un petit peu les montants qui avaient été réalisés. Alors, certains projets présentent des montants de croissance PMI de 400 000 euros, c'est vrai, mais à l'époque, on pouvait monter, il y a quelque temps encore, à 400 000 euros. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais on voit que le prêt complémentaire peut être totalement divers et varié en termes de montant par rapport au prêt du croissance PMI. On peut peut-être lire rapidement parce que je pense pas que ce soit lisible pour la salle. Pour un sous-traitant aéronautique, c'est sur les frais d'industrialisation qui ont été partagés avec le donneur d'ordre. On avait un montant de prêt participatif de 350 000 et un montant de prêt complémentaire de 150. Sur des équipements de manutention, le sujet portait sur l'industrialisation d'un imageur robotisé pour intervention mini-invasive en milieu médical, avec un cofinancement FMI, ça va être en Var, région Bretagne, pour 400 000, et un montant de prêt complémentaire de 600 000. On a eu du transfert d'unité de production pour une fonderie, avec de la localisation d'activité. Et un cofinancement département-région. Il va y avoir un peu d'immobilier derrière. Montant de prêt participatif 400 000 et 1 980 000 levés en complément. On a eu de la mise aux normes environnementales et on a eu une notation de capital pour une filiale afin d'accompagner un donneur d'ordre. Merci Mathieu. Et alors, en effet, des objets d'investissement divers et variés rentre dans le thème de la croissance, l'investissement sur une machine qui présente des innovations, dans tous les cas des fonctionnements qui permettent d'améliorer la production. Là aussi, on serait sur de l'ADN de croissance qui pourrait solliciter, en tous les cas, rendre possible le recours aux croissances PMI. Voilà ces sujets ce sujet qui est passionnant, qui était clairement pendant les années Covid, c'est-à-dire l'année 2020, 2021, 22, relativement anesthésié parce que les PGE étant dans les comptes des sociétés, le recours aux croissances PMI avait moins de sens. Maintenant que la situation a quand même changé, on constate qu'on a de plus en plus de questions sur ces sujets-là. Du IMM, Mathieu est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez l'appeler. Vous pouvez me contacter également. Le numéro est sur le slide suivant. Et vous me trouverez sur le site de Sofitec de toute façon avec toutes mes coordonnées. Et Mathieu, l'UIMM, le Crédit Coopératif Amiens et moi, soyez certains que nous serons mobilisés pour vous accompagner sur ces sujets-là. Merci beaucoup et puis libre à vos discussions et à vos questions par la suite. N'hésitez pas. Merci Jérôme. On a commencé à aborder le sujet de financement. On va poursuivre avec les interlocuteurs de BPI qui vont parler financement et puis accompagnement conseil. Alors nous, on est venus à deux parce que BPI, on fait de plus en plus de choses, donc tout seul, on n'arrive pas à présenter. Donc moi, Aurélien Delépine, je suis sur la partie accompagnement, donc pour la Picardie, et plus particulièrement, Kevin est sur le financement, donc pour le sud de l'Aisne. Donc pourquoi on est venu à deux aujourd'hui. Juste pour vous rappeler qui est BPI France. Mathieu, si ça fonctionne. Juste pour vous rappeler qui est BPI France. Ouais. Ici même. Bon, comme vous le savez, on appartient indirectement à l'État, donc on a des dispositifs qui nous différencient des banques classiques, même si on fait la plupart du temps les mêmes métiers. On a une implantation nationale, donc avec 50 implantations régionales. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une direction régionale à Amiens avec un site à Compiègne. 90% des décisions sont prises en région. On a quand même un libre accès à notre politique régionale. Je vais pas vous faire la liste de tous les métiers BPI, mais juste pour vous rappeler quand même qu'aujourd'hui on part de l'innovation, parce que pour nous c'est très important dans les entreprises de vous aider à innover. Donc on a des dispositifs d'État
pour vous permettre, à travers des subventions, des aides à l'innovation. On en a parlé tout à l'heure, la garantie qui est un métier historique avec Oseo, aujourd'hui BPI France. On aide aussi les entreprises à grandir s'il y a des besoins de fonds propres via des croissances externes, vous avez besoin de vous restructurer, vous avez besoin d'être accompagné. On a un interlocuteur à AMIA qui s'occupe de la région pour les fonds propres. Le financement, Kevin va revenir dessus, l'accompagnement ou après. L'export, avec la petite particularité, l'assurance prospection, vous avez peut-être déjà entendu parler, avec des velléités d'aller à l'export. Pareil, hein, on a des diagnostics, on a des accompagnements pour vous accompagner, pour vous aider à aller à l'export. La création, qui est un métier un peu plus particulier. Et enfin, la grande nouveauté, on va dire, depuis quelques années, c'est le climat. Aujourd'hui, BPI France, on met les moyens sur l'industrie et le climat. Donc, à travers nos dispositifs qu'on va vous présenter plus particulièrement, c'est les deux grandes vocations de la maison actuellement, c'est le climat et l'industrie. Merci Aurélien. Puis Lindsay, voilà, chargé d'affaires financières à Compiègne, et donc en charge notamment de la représentation sur le sud de l'Aisne. On a musclé l'équipe en début d'année en ouvrant mon poste pour qu'on soit plus présent. Et on a été peut-être pas assez présent par le passé et notre direction en est conscient. Donc on a voulu aussi être présent. Je suis à votre disposition pour vous rencontrer tous individuellement, qu'il y ait des projets d'investissement ou juste une curiosité de savoir ce qu'on fait, sur quoi on peut discuter, sur notre vision du marché. Et puis nous, de notre côté, aussi prendre le pouls, connaître quelles sont vos contraintes, quel est votre quotidien. Je pense que c'est aussi de ça dont vous avez besoin. Et nous, enfin, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, je tenais à le dire. Et donc, n'hésitez pas, je serai une petite pile de cartes de visite. Et puis, pour ceux qui sont en distanciel, Mathieu pourra faire le sujet aussi avec mes coordonnées pour ceux qui seraient intéressés à échanger. Plus précisément sur ce que l'on propose en termes de financement. Il y a eu quelques slides qui ont sauté. Je vais aller à capella si vous voulez bien. Donc, le financement, on a deux grandes familles de financement. Les financements traditionnels, plutôt assez similaires à ce que font les banquiers, donc du prêt avec garantie pour de l'immobilier, pour de la machine, en prêt classique, en crédit bail matériel, l'immobilier. On est plutôt faiseur sur l'ensemble de ces deux métiers. Et là, l'intérêt de nous solliciter est vraiment de maîtriser de partager le risque avec vos partenaires bancaires habituels et du coup de maîtriser la montée en emploi de leur côté. Tout ça pourquoi ? Pour conserver des pouvoirs de décision en local, de la réactivité. Nous décidons beaucoup en local. Nous, 90% de nos décisions sont prises au sein même du réseau et des Hauts-de-France. L'idée est aussi de permettre à vos partenaires bancaires de conserver des délégations de pouvoir. On a souvent des projets d'investissement qui commencent à chiffrer sur lequel notre interlocuteur en banque n'a plus la main, n'a plus les délégations de pouvoir et on vient rallonger les décisions. Il y a quand même de l'inertie qui vient s'ajouter au choix d'investissement. Donc, l'idée est aussi de piloter le délai de traitement de ces demandes et de pérenniser aussi la capacité d'intervention de son banquier. Si on partage un financement, on peut peut-être accompagner 2 ou 3, là où le banquier seul aurait été limité au premier projet d'investissement. Donc, il y a cette volonté de partage de risque, tout simplement, en étant plutôt neutre en termes de tarification. Notre vision des choses étant de plutôt ni tirer le marché à la hausse ni à la baisse. On n'est pas là pour casser le marché, mais vraiment pour faire en sorte que les projets se fassent dans des bonnes conditions. La seconde, le second volet d'accompagnement qu'on propose sur le financement, c'est toute la gamme, l'univers des prêts sans garantie. Ça va ressembler un peu à ce qu'a pu dire Jérôme sur le prêt croissance PMI. On fait ça depuis pas mal d'années. On a notamment un dispositif qui s'appelle le prêt UIMM French Fab. Je reviendrai plus précisément après, mais on a une gamme qui est très complète. C'est pas le but aujourd'hui de balayer l'ensemble des dispositifs, mais sachez que l'idée générale est d'avoir un financement avec une durée qui peut aller jusqu'à 10 ans, donc des maturités qui sont quand même relativement longues, avec du différé d'amortissement jusqu'à 24 mois, et l'absence de garantie réelle prise sur les matériels, et encore moins sur la société. Donc, vous avez déjà vous mis vos billes dans la société, vous êtes engagé, c'est votre quotidien. On va éviter de venir alourdir en demandant des cautions personnelles, des ceintures bretelles à chaque fois qu'on a un investissement à faire, alors que c'est dans le bien-être de la société. La philosophie de ces investissements-là est vraiment de venir vous encourager à investir, vous encourager à vous développer en aidant au plus simple. La simplicité est vraiment une valeur forte qu'on tient à conserver.
Donc, c'est vraiment on va dire l'ADN du produit. Après, pour faire un focus, on a notamment le prêt, par exemple, voilà, des prêts thématiques, des prêts qui sont dédiés à l'industrie, des prêts qui sont dédiés au verdissement, à la mise en transition, le prêt éco-énergie, par exemple, qui consiste à financer les dépenses qui rentrent dans le cadre du chèque éco-énergie, la rénovation énergétique, l'isolation, les menuiseries, la rénovation électrique, tous ces travaux qui rentrent on va dire, dans un scope plutôt vert, peuvent faire l'objet de l'un ou l'autre des dispositifs avec des maturités qui peuvent être 7, 10 ans. Et on sait que ces investissements-là doivent être financés sur du long terme parce que leur retour sur investissement est aussi à long terme. Donc, c'était aussi une vraie volonté d'allonger les maturités. Mon confrère évoquait tout à l'heure le PGE. Pour être totalement clair, on va dire, sous-traitant de l'État là-dessus, c'était bien l'État qui a mis ce dispositif de crise en place. On a vite vu qu'il y avait un impact aussi sur la trésorerie. Quand on finance des 25% de chiffre d'affaires sur 4 ans, quand il faut rembourser, après ça peut tousser. Aujourd'hui, on a des investissements à financer qui sont stratégiques et qui sont avec des montants qui sont considérables. Allonger la maturité, c'est aussi pérenniser cette trésorerie et continuer à conserver cette souplesse pour faire face à des crises. Les crises, on en a connu sur la matière première, sur l'énergie, on a un contexte inflationniste qui est sans précédent. Donc, de conserver cette trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Ça a toujours été le nerf de la guerre, mais c'est encore plus aujourd'hui. Donc, ça, on l'intègre dans notre manière de financer. Donc, ça, c'est vraiment intégré, c'est vraiment une philosophie qui a été intégrée dans notre offre, dans notre gamme de produits sans garantie. Donc ça, c'est pour les prêts verts, éco-énergie. On en a dédié aussi à l'industrie qui ont le même principe, notamment du coup le prêt UIMM qui va sur une durée jusqu'à 10 ans, il me semble, qui a été co-construit parce que du coup on fait notre avis de notre côté, on vous connaît, on vous rencontre et donc on étudie le dossier, on est né à le motiver, on consulte du coup l'UIMM pour pouvoir du coup avoir leur avis et leur réaction, parce qu'il est réservé celui-là bien évidemment aux adhérents de l'UIMM, mais voilà, je pense que c'est un enjeu qui est partagé. Qui est fort, qui est partagé de la manière classique. On est toujours sur des prêts qui se montent avec un cofinancement à 1 pour 1. Ça, c'est classique pour BPI. Sans garantie sur le prêt UIMM French Fab et pour financer des investissements immatériels ou matériels qu'on appelle à faible valeur de gage. C'est-à-dire qui sont compliqués à revendre s'il se passe quelque chose en termes de difficulté de remboursement. Typiquement, les investissements connectés, industrie 4.0, caméra, capteurs, soft, etc., qui vont vous permettre aussi d'accélérer la modernisation de l'entreprise et de gagner de la performance. On est sur des montants compris entre 50 et 150 000. Pour ce dispositif-là, tout à fait. Ouais. Donc, tu viens d'évoquer la faible valeur de gage, tout ce qui est des faux frais, des investissements qu'on ne voit pas. On voit souvent l'investissement en machine, mais les frais de réagencement de son site de production pour pouvoir accueillir la machine, la dalle qu'il faut peut-être revoir pour pouvoir soutenir du coup contraintes techniques qui sont implémentées par la machine, l'interruption d'activité, tous ces frais qui gravitent l'outillage, tous les frais qui gravitent autour de l'investissement corporel lui-même qui peut être financé de manière traditionnelle, ces trous dans la raquette-là sont englobés par ces investissements-là. Mais sachez que là, on parle de ce dispositif-là qui est plafonné à 50 000 €, mais on a les mains libres, on peut aller beaucoup plus loin. Les prêts sans garantie, le maximum, c'est 5 millions d'euros. Donc, on sait aller, et donc 10 millions d'euros d'investissement, parce qu'on est en 1 pour 1 avec une banque. On peut aller sur des enveloppes qui sont considérables. Globalement, aujourd'hui, BPI peut accompagner le financement de tout type d'investissement et sur toute la durée de vie de l'entreprise. Toute taille d'entreprise, c'était un peu le continuum qu'on voyait au début. On peut faire de la TPE à la GE avec des produits qui vont être aussi sectorisés, qui vont être réservés à la TPE parce que les besoins sont différents de la GE. Mais voilà, en général, les prêts sans garantie, c'est PME, enfin TPE, PME. Le prêt UMM, lui, a été étendu aussi à l'ETI. Donc, pour le coup, on n'est pas, ceux qui sont des dirigeants de l'ETI sont des fois un peu à décrire, moi, j'ai droit à plus à rien parce que j'ai passé un cap, alors que les besoins sont toujours réels, les problématiques sont réelles. Donc, on a aussi besoin d'être accompagné. On s'y accompagner l'ensemble du spectre, on va dire, du tissu économique qui est le nôtre. On a des industriels à toute taille avec des problématiques et des envies de développement qui sont réelles. Donc, on se doit de pouvoir répondre à ces enjeux. Là, c'est pour le financement, ce que je peux vous en dire sur la partie moyen long terme, prêt classique, prêt sans garantie. N'hésitez pas individuellement après, en fonction de vos cas, à me solliciter. J'avais une question, j'en profite. C'est quoi le prêt régional de revitalisation et le prêt industrie PME2? Je connais pas ça. Le prêt industrie PME2,
je vais faire la parenthèse parce on a épuisé le budget, mais il y aura sûrement un équivalent. C'est un prêt qui pouvait aller sur 10 ans également, avec un taux bonifié. C'était pas le plus bonifié, mais c'était un taux bonifié parce qu'il y a en fonction des enjeux stratégiques, des bonifications, le vert en bénéficie notamment, le prix UMM est plutôt bonifié, il y a une prise en charge qui est supportée par l'UMM. C'est quoi la bonification? Globalement, hein, je pose la question pour tout le monde. Bon, là, sur le taux, il y a une partie du taux qui prend en charge par le barème sont, on va dire, pour certains produits indexés sur la notation Banque de France. Il y a un coût de garantie pour vous faire un prêt sans garantie. Il y a une garantie, on va dire, d'État qui est mise dessus. Donc, ce coût-là est intégré dans le financement. Donc, la garantie n'a pas le même coût en fonction de la Banque de France. Mais, par exemple, le prix lui-même, lui, pour le coup, il y avait une tarification qui était unique et sur le barème en cours, donc je vais trahir des secrets, mais on était sur de l'ordre de, en fonction des maturités, je donne une fourchette entre 3,80 et 4,20, entre 3 ans et 10 ans. Donc ça reste des conditions de financement qui sont, on va dire, acceptables, compte tenu du fait qu'on a une souplesse de 24 mois. Donc ça, si on finance la trésorerie pour les 24 mois, ce ne sont pas du tout ces ordres de grandeur. On parlait d'affacturage, de découvert, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, cette souplesse-là, finalement, elle est quand même plutôt intégrée dans le coût sans que ça représente un surcoût, on va dire, monumental. Et, je ne vais pas m'arrêter aux conditions parce qu'elles vont être très disparates en fonction du dispositif. Donc, à chaque cas de figure, on va flécher nous vers ce qui est plus compétitif, plus adapté et le plus cohérent aussi avec le projet. Il peut y avoir des écarts qui peuvent être non négligeables en fonction des dispositifs. Mais en tout cas, on travaille sans cesse à faire des partenariats avec l'UMM, avec la région. Le prêt sur région, c'est un prêt en partenariat avec la région qui prend en charge aussi une partie du coût en taux d'intérêt. Le reste charge pour l'entreprise est un peu moindre. Sur les prêts verts, on peut avoir l'ADEME. Voilà. En fait, à chaque enjeu stratégique, ses partenaires et ses conditions. Mais sachez qu'en général, c'est des choses qui se font plutôt bien. On va dire que au niveau national, on a fait 10 milliards d'euros de financement l'année dernière, dont une bonne moitié sur des croissants garantis. Hein. Donc, on peut dire que c'est pas les dirigeants qui souscrivent à ces financements-là ne sont pas demandeurs que de conditions. Il faut accepter de se dire qu'on veut une solution qui nous met aussi en confort et qui permet d'engager sereinement ma politique d'investissement et de mettre en place ma stratégie de manière sereine. Donc ça, ce sont des sujets qui sont importants en compte. Mais évidemment, quand il faut payer à la fin, on est quand même intéressé de savoir à payer un peu moins cher. Et donc on s'est concilié avec tous ces enjeux. Je vais faire un petit focus rapidement sur la partie financement court terme. C'est moi mon métier, mais ça fait partie aussi des dispositifs que l'on propose sur le point de vue du financement. On fait pas de la facturage, c'est assez proche, on fait de la loi d'AI. Pour ceux qui ont peut-être pu connaître ce dispositif-là, il y a de moins en moins de banquiers qui le font. Alors qu'il avait quand même plutôt ses avantages. Le facturage est plutôt intéressant quand on a du tirage régulier. Donc on a un engagement de volume de session de facture qui peut être important. Quand on a des besoins qui sont beaucoup plus cycliques ou ponctuels, la LODAI peut avoir son avantage. Petit projet, par exemple. Petit projet, voilà, on peut ouvrir une ligne pour un an, on sait qu'on va avoir 3 mois, on va tirer. On a un mode de facturation qui est pas le même. On a une gymnastique marché public avec des durées de portage qui sont longues. On peut garder les factures 90 jours, pardon. Ouais, ça fait un peu long. 90 jours, 105 jours, on peut aller sur des durées qui sont longues. On est sur des marchés avec des clients où on a des situations, comment ça s'appelle ça, des situations, où on fonctionne à l'avancement. Alors, on sait suivre ces marchés-là aussi, comme on a un historique fort avec les marchés publics, on sait suivre aussi les livraisons successives sur un même marché. Voilà. Si vous ne vous freinez pas, ce type de dispositif existe encore. On appelle ça nous l'avance plus, mais c'est peut-être un peu fini l'époque où quand on avait du court terme, on est un peu pointé du doigt par la terre entière. Ce sont des vrais outils de pilotage qui permettent d'engager sereinement les marchés, notamment qui peuvent être stratégiques pour le développement de vos entreprises respectives. On n'a pas hésité aussi à solliciter ce point-là. De même, c'est pas moi qui ne dépasserai, mais c'est Julien Pilet, mon homologue sur le financement court terme, qui est à votre disposition et qui peut venir vous rencontrer individuellement pour traiter de ces sujets stratégiques. Voilà ce que je peux vous dire sur nos solutions de financement. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange a posteriori, je suis à votre disposition. Ça marche. Merci, Kevin. Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au financement. Oui. Je s'appelle la chambre de commerce et l'industrie d'aide. Quand on dit que c'est le sud de l'aide, oui. votre organisation, alors, en fait, la limite, elle est à peu près à Laon. Laon, c'est géré
par Amiens, donc Saint-Quentin-Lan, Chemins, Ternay, ça c'est géré à Amiens, et du coup Soissons, Château-Thierry, et ici, c'est géré à Compiègne, donc chez moi. Et sans plafond, sans toute taille de, enfin, ni minimum ni maximum de taille de chiffre d'affaires. Hein. La création de la délégation de Compiègne date de quelques années, elle est quand même assez récente. Et en fait, on constatait que dans l'Oise et le sud de l'Aisne, il y avait un réel potentiel. Et de loin, pour Amiens, quoi. C'est assez loin. Paris ne venait pas. Et il manquait un site entre deux. Et du coup, on a créé. Donc c'est pour ça qu'on a coupé en deux l'Aisne, parce que Amiens, il fallait qu'il garde aussi un peu de proximité, donc plutôt avec le site de Saint-Quentin et le nord de l'Aisne. Mais c'est vrai que c'est notre organisation interne. Peu importe où vous vous situez, on a forcément un interlocuteur. Et ne vous freinez pas, si jamais il y a un impair, on passe le relais à notre homologue de côté, il n'y a pas de... Et BPI a une attention particulière pour le bas de laine. Oui, enfin, Elle est filmée, hein, ouais. on enregistre. Allez, on va enchaîner avec les accompagnements conseils. Alors moi, j'ai un métier un peu à part au sein de BPI. Nous, c'est sur l'accompagnement. En fait, on est parti du constat, il y a déjà quelques années, qu'une PME ETI n'avait pas accès au conseil. Vous étiez tous la tête sous l'eau, avec peu de mise en réseau. Toutes les entreprises n'ont pas de la chance d'avoir un dispositif comme vous avez fait, j'ai envie de dire tous les trois, avoir une école en commun, avoir des réflexions communes. Et nous, l'idée, c'était déjà il y a quelques années de créer ces dispositifs, de vous accompagner là-dessus. À travers différents dispositifs, hein, que ce soit du diagnostic, de la mission conseil ou de l'accélérateur, quelque chose d'un peu plus complet. Toujours à la même optique, hein, du conseil, de la mise en réseau et surtout de l'accompagnement. Je vais vous parler tout d'abord de l'accélérateur, qui est sans doute le produit le plus complet au sein de BPI France aujourd'hui. L'accélérateur, c'est quoi ? C'est les trois piliers qu'on vient d'évoquer. On vient d'abord faire du conseil en entreprise, donc on met en relation des experts qui ne sont pas salariés de BPI France. Alors rassurez-vous, c'est pas moi qui vient vous dire comment travailler chez vous ou vous apporter des solutions, mais c'est un expert habilité de BPI France. On travaille souvent dans un cabinet de conseil. Nous, l'important, c'est qu'on référencie une personne, un référent, pour éviter d'avoir des juniors sur l'émission conseil, parce que, comme vous l'avez compris, c'est pas nous qui réalisons l'émission, mais c'est quand même nous qui facturons, donc il y a une image de marque à maintenir. L'idée, c'est de travailler sur tous les thématiques de l'entreprise. Donc, souvent, ce qu'on commence, c'est ce qu'on appelle un diag 360. Donc, on vient faire la cartographie de l'entreprise. À partir de là, on regarde les leviers de croissance, on regarde les difficultés que vous pouvez avoir. Ça peut être du recrutement, ça peut être de la performance opérationnelle, ça peut être les flux que vous avez dans votre production. Et on vous met en relation avec des experts qui viennent vous accompagner, qui viennent nous faire du conseil. Et l'idée, c'est de vous faire grandir, hein, de vous structurer en interne, de vous faire passer des caps. L'idée de base, c'est de faire les PE devenir des PME et les PME devenir des ETI. Aujourd'hui, on lance une cinquantaine d'accélérateurs par an. Alors tout d'abord, on avait créé un PME classique, hein, ensuite on a fait le TI. Et puis comme c'est des outils qui plaisent aux dirigeants d'entreprise, on a les régions qui sont venues nous voir. Et notamment pour les Hauts-de-France, on en a un qui s'appelle le PME, qui est destiné aux entreprises de 8 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On lance prochainement en mars un accélérateur croissance Hauts-de-France pour les entreprises qui font moins de 8 millions d'euros. L'idée est de vous mettre en collectif pour qu'il y ait de la mise en réseau. Donc, c'est généralement 20 à 30 sociétés. On vous envoie sur les bancs de l'école, hein, donc ces formations IESEG pour le croissance qui se lance en mars, pour vous redonner un vernis sur toutes les formations nécessaires aux dirigeants d'entreprise, donc la stratégie, financer sa croissance, le RH, le développement. Enfin, je ne sais pas si dans ma slide suivante on en parle. Ici, on en parle de la gouvernance et vous apporter du conseil. Vous l'aurez compris sur la partie collective, l'idée c'est de créer une émulation avec d'autres dirigeants qui font soit la même activité que vous quand on est dans un accélérateur filière. Je reviendrai après sur l'accélérateur industrie mécanique qu'on a créé avec le CETIP. On a un accélérateur générique, par exemple le croissance Hauts-de-France, où vous allez avoir un transporteur, vous allez avoir des industriels. On parle d'emboutissage tout à l'heure. On peut évoquer du commerce pur. En fait, l'idée, c'est d'avoir un partage de bonnes pratiques. Parce que la finalité, c'est que vous avez tous les mêmes problématiques, peu importe votre activité. Le RH, généralement, c'est le problème numéro 1 dans les entreprises, avec la trésorerie. Et l'idée, c'est d'échanger, de savoir comment vous abordez ces sujets pour vous aider à grandir.
La partie conseil, bien évidemment, c'est de l'individuel. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un expert qui vient dans l'entreprise, vous aider donc, dans la structuration de votre croissance, ou vous relancer par moment, peu importe la maturité de l'entreprise. Hein, on va avoir différentes maturités. Hein. Par moment, on a des dirigeants qui sont en pleine transmission. L'idée, c'est d'emmener les enfants avec eux, les faire grandir. Par moment, on va avoir des entreprises qui sont un peu sur une fin de cycle, c'est les booster pour redonner un nouvel élan. Et d'autres qui sont en pleine croissance et qui ont des problèmes de structuration. Donc, c'est des experts qui sont thématisés suivant le besoin de l'entreprise, ou c'est des experts généralistes? Je sais pas. Voilà, on va en parler sur la mission conseil. Donc, en fait, on intervient sur tous les domaines de l'entreprise. Il y a 2 domaines sur lesquels on n'intervient pas. Excusez-moi, je parle du nez, je suis débouché. C'est le juridique, parce que c'est un peu trop engageant pour BPI France, et la valeur d'entreprise, parce que c'est des sujets pour lesquels on a pas envie de se fâcher avec les clients. Mais sinon, si vous avez des problématiques, on parle de climat, de transformation interne, du digital, de la technologie, la stratégie, peu importe la problématique, on a forcément un expert référencé. Ça peut être des salariés du CETIP qui viennent faire des missions chez nous. Ça peut être des personnes qui ont eu une forte expérience dans un grand groupe ou qui ont été dirigeants d'une PME et qui se sont mis à faire du conseil. En fait, l'idée, c'est qu'on référencie des personnes dans un domaine bien précis. Alors, quand on intervient sur un 360, faire la cartographie de l'entreprise, c'est quelqu'un qui est un peu plus généraliste. Par contre, on va mettre quelqu'un qui a de forte expérience dans l'aéro pour une entreprise qui travaille dans l'aéro, c'est logique. Et on fait un référencement au niveau national, donc on a forcément un expert dans notre activité. Pour revenir principalement à l'accélérateur croissance Hauts-de-France, donc on a la chance dans la région d'avoir un accélérateur, donc ça se passe à Lille avec des séminaires qui peuvent être délocalisés dans vos entreprises. L'idée, c'est d'avoir une ambition de croissance, de vous structurer. Il se lance celui-ci le 15 mars. Je vais juste vous parler d'un coût. Hein. Le coût, ça coûte environ 30 000 euros, tel dispositif. Et le reste à charge pour une entreprise, c'est 15 000. On a des partenariats avec la région, avec la métropole lilloise et avec l'État directement via des pays pour vous financer via ces dispositifs. Parce qu'on est persuadé que c'est des dispositifs qui vont vous rendre plus résilient en temps de crise, qui vont vous permettre d'avoir une plus forte croissance quand tout va bien, et de vous structurer, de faire de vous de grosses PME dans les années à venir, voire une ETI. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, il y a à peu près combien de PME qui ont bénéficié d'un accélérateur? Sur le site d'Amiens, donc Picardie, on est à 115 actuellement sur les 6 dernières années. On en lance à peu près 25 par an. Donc c'est quand même un programme assez élitiste. Alors élitiste par la sélection qu'on en fait, par la période de votre vie d'entreprise. Hein. Par moment, vous n'avez pas le temps, vous êtes dans le lancement d'un gros projet, vous n'avez pas forcément la ressource humaine pour être présent parce que ça prend quand même un peu de temps. Et puis, il faut aussi accepter de se faire un peu challenger, bousculer. Et ça, c'est pas la vocation de chaque dirigeant. Certains n'ont pas envie de forcément d'évoluer. Alors, c'est pas péjoratif, mais certains ont un train de vie qui leur permet à l'entreprise d'avoir une faible croissance chaque année ou d'être stable. Et ils n'ont pas forcément envie de révolutionner l'entreprise parce que, il y a forcément derrière, il y a les sujets RH, il y a les sujets de termes de temps. Et aujourd'hui, l'entreprise vit correctement. On a un partenariat avec le CETIP sur industrie mécanique, qui concerne plus particulièrement les entreprises du CETIP et de l'UIMM. On a lancé un accélérateur le 4 décembre, donc il est encore temps de l'intégrer, hein, on peut rattraper les séminaires. Celui-ci est typé transition environnementale. L'idée, c'est après avoir fait un diagnostic de 3 jours, 3 jours hommes sur la maturité environnementale de l'entreprise, l'idée, c'est de vous faire une mission typé environnement RSE au sein de l'entreprise pour vraiment écrire avec vous une politique environnementale de l'entreprise. Donc, quand je dis environnemental, ça va du bilan en gaz à effet de serre à le plan d'action pour le réduire et comment communiquer auprès des tiers, parce qu'aujourd'hui, vous faites tous des choses intéressantes de vos entreprises, mais vous n'avez pas forcément la communication qui va avec. Et à la suite de quoi, il y a une mission de 10 jours en partenariat avec le CETIB, qui est plutôt liée à la maturité industrielle de l'entreprise. Je pense que vous allez en reparler après brièvement sur cette partie pour vous accompagner donc dans votre outil industriel, toujours typé un peu environnement aussi principalement. Les missions conseil, c'est quelque chose de moins lourd. On vient clairement faire la partie conseil, uniquement la partie conseil, donc elle est réservée à des entreprises qui réalisent plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, on fait que du conseil et donc il faut que notre rendu soit assez qualitatif pour l'entreprise. Alors,
on obtient de plus en plus de dérogations parce que quand on parle d'un CA de 5 millions, ça veut tout et rien dire. Quelqu'un qui est dans le commerce pur, dans le négoce, il peut faire 40 millions, il a moins de problématique qu'une entreprise qui en fait 2 dans l'industrie. L'idée, c'est toujours 10 jours de conseil par un référent externe, plus 3 jours d'accompagnement par BPI France sur ces sujets. Et comme je vous l'ai dit, on vient toujours dans la même pratique, c'est faire un cadrage de mission, comprendre votre besoin, l'identifier, faire les entretiens, les ateliers avec vous et les équipes au sein de l'entreprise, et enfin faire une restitution à la fin et vous accompagner à la mise en place des préconisations. Je vous l'ai évoqué rapidement, mais on vient faire vraiment sur tous les domaines divers et variés. Même ce qui peut être assez surprenant, on peut aller vraiment très loin, on parle d'intelligence artificielle, on va en parler brièvement, de cybersécurité. On vient vraiment travailler sur tous les domaines de vos entreprises. On a une sollicitation pour des ERP. Typiquement, on ne sait pas forcément sur quoi se baser, quelle technologie, quelle brique ajouter. On a une sollicitation industrielle. Est-ce qu'on accompagne sur l'ERP? On a du coup fait remonter le sujet et on s'est musclé sur le sujet pour avoir des consultants dont c'est le métier qui viennent nous aider sur ce sujet de l'industrie 4.0 parce que ça en fait partie. De manière générale, vous l'avez compris, c'est des fonds publics. Hein. Derrière, quand on fait des missions, quand on a un accélérateur à 30 000 qui vous revient à 15 000, derrière, c'est des fonds publics. Donc, l'idée, c'est toujours répondre à la problématique des entreprises avec des velléités de, si vous avez des problèmes de cybersécurité, pouvoir y répondre. Si vous avez des interrogations sur demain l'intelligence artificielle, comment on peut vous accompagner dans ces domaines. L'innovation aussi, on a des gros dispositifs sur l'innovation parce qu'aujourd'hui, on estime que la survie de l'entreprise passe par l'innovation. Et donc, on essaye d'inculquer une politique dans vos entreprises d'innovation. Le RH, ouais. Alors ça, c'est un sujet qui pousse énormément, et ça, vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Comment fidéliser, comment recruter, notamment les nouvelles générations qui réfléchissent pas du tout, qui n'ont pas du tout les mêmes attentes que les anciennes. Avec, par moment, la première question, c'est combien il y a de gens de télétravail dans l'entreprise. Ça, c'est des sujets que vous n'aviez pas il y a 10-15 ans qui sont nouveaux, et on essaye de vous accompagner à travers des experts qui pratiquent au quotidien ces problématiques. Donc on a voulu aussi mettre en exergue les thèmes qui sont d'actualité, et puis malheureusement là ça devient vraiment d'actualité, c'est la partie cybersécurité. On a fait une petite sélection parmi tous les missions conseils de BPI de quelques produits qui pourraient particulièrement vous intéresser. Il y a le cybersécurité pour les PME, les ETI, qui est cofinancé à hauteur de 50%. C'est sur 8 jours. Ça peut être moins. Ça peut être, alors en fait, quand on dit 8 jours, c'est pas 8 jours consécutifs. En fait, c'est l'expert intervient dans l'entreprise, il travaille de son côté, il revient chez vous, et donc généralement c'est 8 jours. C'est pas 8 jours à temps plein avec le dirigeant, je vous rassure, c'est avec les différentes équipes. Et en fait, il analyse votre outil de informatique, hein, et il fait de la formation au sein de vos équipes pour vous préparer tout ce qui est fraude au président, comment sécuriser au maximum. Et de base, vous voyez, c'est un produit qui avait été poussé par la DGA, la DGE pour l'aéro et la défense, de nous dire faut renforcer la sécurité sur ces entreprises parce qu'il y a des sujets d'enjeu au niveau national. Et nous, on l'a développé pour les PME parce que finalement, on s'est rendu compte que tout le monde était touché par cette problématique. Je vous ai parlé rapidement de l'innovation. Alors, c'est illisible, on vous enverra tous les slides. L'idée, c'est, si vous avez une problématique dans l'entreprise, on a forcément un outil pour y répondre. Enfin, du moins, on essaye. Sur l'innovation, c'est comment vous aider soit à innover dans l'entreprise, soit vous avez déjà commencé à innover. C'est, par exemple, vous avez un nouveau produit, vous savez pas comment le nommer, vous savez pas quelle forme le donner. C'est faire venir un expert en design au sein de l'entreprise. Je ne vais pas tous vous les présenter. Sur la propriété intellectuelle. On va même jusque dans le médical aider les entreprises à avoir les certificats au niveau de l'Europe et mettre les dispositifs médicaux. Un qui peut être sympa, c'est le diagnostic axe d'innovation pour évaluer la faisabilité d'un projet ou d'une idée, une idée que vous pourriez avoir, pour être accompagné sur la structuration du projet. Parce que ça vous toutes les études de faisabilité technico-économique. Historiquement, on avait beaucoup d'inno pour les startups. Aujourd'hui, le maître mot, c'est industrie. Les moyens qu'on va mettre en place, c'est pour les industriels, en fait, parce que on a notre dirigeant, Nicolas Dufourcq, qui veut réindustrialiser la France. Donc, BPI, on n'y arrivera pas seul. On est juste un outil. On essaye de créer
des outils pour vous aider, mais c'est vous, dirigeant d'entreprise, qui êtes aux manettes. Donc, on essaye de donner les outils pour vous permettre de faciliter la tâche, finalement. Et là, je vous avais parlé tout à l'heure de l'industrie et du climat. On a créé des dispositifs pour vous aider dans vos entreprises à répondre aux problématiques environnementales. Je vais vous en présenter que deux. Je pense que c'est les plus importants. L'écoflux. L'écoflux, il avait été... C'est quoi ça? Alors, il a été créé à l'époque, rappelez-vous, quand il y a eu les hausses des matières. Pardon. On avait des entreprises qui nous disaient, bah, moi, ça va être plus 300, plus 400 000 d'électricité, gaz. Comment vous pouvez nous aider? En fait, on a fait venir des experts dans les sociétés, en partenariat avec l'ADEME, pour voir aller un peu au flux de gaspillage. On n'avait pas les moyens de faire réduire la facture, on n'est pas aux manettes, mais par contre, typiquement dans votre entreprise, j'ai remarqué qu'il y avait plein de compresseurs. Dans les compresseurs, il y a plein de fuites, et généralement, faire les investissements, on avait des réductions de coûts à la fin de l'année qui pouvaient être assez conséquentes. Faire le relamping, divers et variés. Il y a un expert qui vient travailler sur ces flux, donc le gaspillage, matière, soit. C'est pour travailler sur les flux divers et variés de la société, donc matière, énergie, déchets, et pour réduire ceci, vous apporter un gain financier. Et le deuxième, ouais. Il faut vraiment avoir en tête que ce dispositif-là, c'est du pratico-pratique. On n'est pas sur une stratégie de transition ou autre, c'est vraiment comment j'identifie les différentes sources de gaspillage et d'économie à court terme avec un investissement modéré. Le but, c'est pas d'aller refaire toute la toiture en photovoltaïque pour peut-être avoir un investissement dans 15 ans. Vraiment, avec l'outil actuel et avec peu d'investissement, comment je peux générer des économies. Il faut savoir qu'en moyenne, les dirigeants, c'est une grande moyenne, hein, mais c'est-à-dire environ 50 000 euros d'économie par an. Donc, pour un coût du dispositif qui est quand même limité. On était hier au niveau de Cap Industrie, aux rencontres régionales Hauts-de-France, jeu des carbone, et il y avait un exemple d'une industrie, certes en agroalimentaire avec des process qui sont quand même assez énergivores, mais sur le poste d'air comprimé, en faisant un diagnostic réseau, réparant les fuites et en optimisant un peu de consommation machine, ils ont eu 80% de gains en volume. Après, vous connaissez le coût du mètre cube d'air comprimé. Le ROI était diagnostic plus investissement est à moins de 18 mois. Alors, le deuxième dispositif qui se commercialise énormément au niveau national, c'est le DIAC décarbonation. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un bilan carbone. Vous avez une forte demande au sein des entreprises via vos clients et fournisseurs de connaître vos gaz à effet de serre. Donc, on vous aide à faire ce bilan carbone. On vous aide aussi à mettre le plan d'action pour le réduire. Et là, on est sur une mission en partenariat avec l'ADEME sur 18 jours. L'idée, c'est de faire un constat, de vous mettre le plan d'action pour 6 000 euros. L'enjeu est anticipé. Aujourd'hui, c'est pas un impératif quand on est dirigeant de PME de faire son bilan carbone, mais ça le sera tôt ou tard. Hein. On voit les décrets qui descendent, les décrets tertiaires, on est de plus en plus à l'affût de quelle va être la prochaine réglementation. Donc, l'idée, c'est de vous donner le coup d'avance et de se dire, si j'ai pris le parti de faire cette photographie à l'instant T, je prends une direction, on va dire, éclairée aujourd'hui, et demain, quand le sujet deviendra une réglementation, je serai déjà prêt et il n'y aura pas le goût étranglement, parce que quand 80% des dirigeants iront faire des bilans carbone, ce sera peut-être le même prix. On dit autrement, c'est quand il fait beau qu'il faut penser à réfléchir à faire sa toiture, à refaire sa toiture. Exactement. Merci. Alors, on a plein d'autres dispositifs. Je vais pas y passer la soirée. Il y a plein d'autres interlocuteurs intéressants à écouter. Mais n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez plus d'informations. Et on a des dispositifs d'État qui évoluent jour au jour. Vous connaissez les contraintes budgétaires qu'on a actuellement. Donc, n'hésitez pas. C'est vous qui vous chargez des relations avec l'ADEME? Alors, on a des relations avec l'ADEME, alors évidemment au niveau national, pour tous ces dispositifs, et nous, on les allie au niveau régional également. Le sens de ta question, Nicolas, c'était de savoir si c'était un produit packagé, il y avait qu'un seul interlocuteur, une seule signature à faire, ou il fallait... Non, c'est non, BPI qui s'occupe de tout. En fait, eux, pour être trivial, eux, ils nous donnent les fonds et nous, on les gère. On va parler. Merci. Et puis, on va passer la parole à Luc. Alors, Luc, peut-être en introduction, un petit mot sur ce que c'est territoire d'industrie.
Oui. Alors, il y a Mylan, normalement, qui est dans la salle, notre chef de projet territoire d'industrie au niveau local. Donc, il pourra peut-être me compléter si je dis des bêtises. Donc, territoire d'industrie, c'est un programme qui a été lancé il y a maintenant quelques années par l'ANCT, donc l'Agence nationale d'aménagement du territoire, et qui, donc aujourd'hui, qui est en charge de animer ou réanimer ou réarmer, je sais pas comment on pourrait dire, mais à peu près 200 territoires qui ont été identifiés avec un appel à manifestation d'intérêt. Donc ces territoires se sont portés candidats et le territoire du sud de l'Aisne, c'est-à-dire l'A4C, agglomération de Château-Thierry, a eu le bonheur d'être lauréat pour la deuxième fois. Donc on est sur la deuxième phase du projet territoire d'industrie. Et j'ai la chance d'avoir été identifié comme binôme industriel d'un élu qui est Sébastien Eugène sur le territoire, qui est le binôme, mon binôme élu voilà, pour piloter le programme. Et territoire d'industrie, c'est en gros une feuille de route de 10 actions phares. Enfin, il y en a, je crois, une dizaine. 10 actions phares qui tournent autour de grands axes thématiques qui ont été, eux, portés par le territoire et par les acteurs du territoire, et dans lesquels les industriels se portent, on va dire, garants, ou en tout cas essayent de mutualiser les énergies pour porter les actions co-développement. Voilà. D'accord. Et donc, justement, en parlant d'énergie, il y a un outil dédié à la mutualisation de l'énergie. Effectivement, l'énergie, je pense, comme tout chef d'entreprise, quelle que soit la typologie de l'entreprise, a été un des sujets phares des 2 dernières années. Il a été d'autant plus pour nous qui sommes un territoire quand même fortement industrialisé, enfin avec des PME et ETI qui sont fortes consommatrices. On a dans la salle une représentante du 3e consommateur du territoire en termes d'énergie, 1 gigawatt à l'année chez Cifra. On a entre Zenten qui fait de la forge, qui est le premier consommateur de notre territoire, qui fait 1 gigawatt par trimestre. Et moi, petit consommateur industriel de 40 personnes qui fait 250 mégawatts à l'année. Et donc l'idée était de pas en rester là, et donc l'UISA, hein, je rappelle, hein, accompagnateur économique du Sud de l'Aisne, association qui regroupe sur le Sud de l'Aisne 60 industriels et pas que, entreprises du territoire, et qui représente 5000 emplois à peu près sur notre territoire, et à chaque fois porteur et créateur, fondateur d'associations sœurs pour répondre à des problématiques. On a créé une école de production il y a 2 ans pour répondre à la problématique d'emploi. La problématique énergétique était notre deuxième poste de souci, et donc on a créé une association. On a fondé une association qui s'appelle Enersic, qui est la deuxième SIC de France pour s'occuper de l'énergie. Et donc à l'UISA, quand on a des problématiques, on fait pas que en parler, on crée des structures pour s'en occuper, et on prend à bras le corps les problèmes. Et donc Enersic, c'est quoi? Alors je suis désolé, mais c'est Michel Pi qui pourrait en parler mieux que moi, parce qu'il a la chance d'avoir pris la présidence de cette association. Donc voilà, c'est super. Je vois que tu passes le slide suivant. Ouais, je pourrais regarder. Donc donc une initiative de l'UISA avec la participation aujourd'hui d'une dizaine d'entreprises. Elles sont pas toutes représentées là, mais on a les fondateurs qui sont sur cette diapo là. Et le but premier, c'est quoi? C'est de massifier nos énergies pour les acheter sur les marchés tous ensemble. Alors je vais peut-être refaire juste un explicatif très rapide sur la SIC, hein, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est comme une SCOP en fait. Donc c'est une société coopérative qui pour le coup a été créée et fondée par des industriels. On est la deuxième parce que dans l'ouest de la France, à Nantes très exactement, on en a déjà notre SIC sœur, et les SIC en général vont de pair et se parrainent entre elles. Et donc notre SIC sœur, qui s'appelle Estuaire Énergie, et regroupe déjà des gros industriels dans l'ouest de la France. Et donc on s'est massifié avec eux pour représenter à peu près 32 gigawatts d'énergie à l'achat sur les marchés. Et donc on a fait un appel d'offres commun qui me permet, moi, en tant que petit consommateur, d'aller toucher des mécanismes de gestion des marchés de l'énergie
où on va acheter de l'énergie au clic, on va acheter de l'énergie en gros sur la bourse de l'énergie, si on peut simplifier ça de cette manière-là. Chose que je ne pourrais pas du tout faire tout seul avec mon petit tarif jaune d'indépendant. Et on va permettre aux gros industriels qui sont eux les locomotives de arrondir à la virgule près, mais une virgule qui va représenter des millions d'euros à l'année. Donc nous, on va casser notre facture en deux à peu près, ça représente quelques dizaines de milliers d'euros. C'est mon cas, je suis passé de 140 000 euros à peu près d'énergie à 70 000 à l'année. Et donc, je suis revenu dans les clous de ce que je consommais avant Covid et même moins. Et les gros industriels, eux, enfin, c'est leur résultat, quoi. C'est une politique vraiment très, très agressive. Alors, on fait pas que, enfin, on peut pas se résumer que à cette politique d'achat massifié, mais c'est quand même notre petite réussite du moment, quoi. Donc, on va le dire, on a acheté de l'énergie à 70 euros la molécule au mégawatt, là où on l'achetait 140. Enfin, moi, je l'achetais 140 au préalable. Donc, à ça, faut rajouter un peu de prestations, un peu de transport, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de. Alors, et la petite parenthèse, on a Antoine Sellos qui est membre de l'UISA, directeur de NTN, donc à Crésancy, qui fait de la forge, qui est un groupe japonais, et qui nous regardait en nous disant mais moi j'ai pas besoin de vous pour acheter de l'énergie. Il a totalement raison, sauf que maintenant les acheteurs japonais viennent nous voir pour savoir comment on a fait pour acheter à 70 euros le mégawatt. Donc ça nous fait plaisir. Et donc l'objectif de notre cycle in fine n'est pas que d'acheter de l'énergie en masse, même si c'est l'élément phare, c'est également de travailler les sujets dont on a pu aborder sur les diags environnementaux et ainsi de suite. C'est au-delà du diag. Après, derrière, une fois qu'on a le diag, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc nous, on veut s'occuper et prendre à bras le corps les thématiques de la décarbonation et de l'efficacité énergétique. C'est pas tout d'acheter pas cher. À un moment donné, il faut aussi être consommateur, on va dire sobre, si on peut dire, et efficace. Et c'est vrai que toutes ces thématiques, et je l'avoue le premier, en tant que chef d'entreprise, il y a encore 4-5 ans, ça nous passait un peu au-dessus. C'était pas les problématiques du moment, et forcément, dès qu'on touche à des budgets qui commencent à être prépondérants, ça le devient. Et donc, comme vous le disiez très justement, les diags aujourd'hui sont assez accessibles. Moi, j'ai eu personnellement l'occasion aussi de faire un diag des carbos, mais avec l'appui de la CCI, la chambre de commerce. Et le programme F3 dans les Hauts-de-France qui est très agressif également et qui a le mérite d'exister et d'être là, et donc je salue aussi. Et donc voilà, donc on est aussi entre guillemets un micro bureau d'études qui va vous proposer ce genre d'accompagnement, sachant que voilà, dans une structure SIC, vous avez les fondateurs, vous avez les utilisateurs, vous avez les financeurs, et tout cet écosystème fonctionne pour le bien commun de la coopération. Et donc, on n'est pas là pour survendre quelque chose, une presta, ou vous vendre trop cher quelque chose, ou faire de l'argent. Enfin, le but est complètement noble et maîtrisé, et en tout cas, il est fait pour le bien-être de tous les coopérateurs. Donc, c'est sur le principe d'une mise au pot commun d'achat de parts, simplement. Donc, on a tous mis 5 000 euros aujourd'hui de part dans l'ensemble. On réfléchit à peut-être faire une condition d'adhésion un peu plus dégradée pour des gros artisans, par exemple des boulangers, ou qui n'ont peut-être pas la capacité de pouvoir mettre au pot ces sommes, mais qui en tout cas ont les mêmes problématiques que nous. Et l'objectif, alors je fais peur quand je dis ça, mais c'est de faire de cette SIC un outil de développement du territoire. Pouvoir dire on va aider un boulanger de quartier, un boucher, mais peut-être qu'on aura des velléités à aider quelqu'un qui fait de la malbouffe ou qui est pas dans nos concepts de valeur. Voilà, donc bon, certains me disent non mais non, on aide tout le monde, mais non, moi je préfère aider ceux qui font du bien à mon territoire. Et justement, est-ce que c'est circonscrit uniquement au territoire, ou puisque là il y a des personnes de tous les Hauts-de-France qui nous regardent? Ou est-ce que éventuellement quelqu'un du Vimeux ou de Valenciennes peut adhérer à la SIC? Alors, deux éléments qui sont très importants. Alors, on s'ouvre, effectivement, il n'y a pas de critères géographiques dans le principe de l'adhésion pour nous, même si on s'est appelé volontairement NRSIC et on vise le sud de l'Aisne, mais tous les Hauts-de-France et tout industriel des Hauts-de-France pourrait nous rejoindre dans cette campagne et dans cette idée de massification du coût de l'énergie. Par contre, on a un volant, et donc j'y pense là, je l'avais pas présenté, et je vais en parler très très rapidement, mais un volant qui est une action sur l'autoconsommation partagée au niveau local.
Aujourd'hui, il y a des gros industriels qui ont des capacités de pouvoir investir ou des agriculteurs, par exemple, ou des viticulteurs sur des projets d'agri-photovoltaïsme, de centrales solaires sur leur parking et ainsi de suite, et qui vont être au-delà de leur consommation propre d'énergie. Et donc, ils vont revendre cette énergie sur le réseau à un prix qui est très, très, très faible. Aujourd'hui, on parle de entre 11 et 13 centimes pour les mieux disants de revente à Enedis de l'énergie dans une boucle locale. Et donc, nous, en tant que SIC, on se propose de mettre en rapport les producteurs et les consommateurs et donc de pouvoir racheter à un prix préférentiel aux producteurs au-delà des 30 centimes pour le mettre à disposition d'un industriel dans une boucle locale qui lui sera très content d'acheter de l'énergie aussi peu chère et avec permettre aussi aux producteurs de rentabiliser son projet le plus vite possible alors qu'il l'aurait acheté, il aurait vendu que 13 centimes. Donc on double le ROI des projets des producteurs. Et ça, par contre, on ne peut le faire que dans une boucle locale. C'est pour ça que j'en parle sur la géographie. Ça ne peut se faire que dans une boucle locale qui aujourd'hui, à ma petite connaissance, est autour des 30 km entre le producteur et le consommateur. Voilà. Et donc, les SIC sont les seuls aujourd'hui organismes qui permettent de porter ces contrats en fait de revente gré à gré, qu'on appelle corporate PPA. Donc là, on rentre dans des mécanismes un peu particuliers que notre président maîtrise bien mieux que moi. Mais voilà, et donc les SIC sont les seuls organismes qui permettent de faire ça. Donc on a la chance sur notre territoire d'en avoir une. Et je pense qu'il faut en être fier. Alors, on a un président qui est très novateur et qui nous a permis dans nos statuts de mettre aussi le volant assurance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sujets effectivement qui méritent que ce soit l'assurance, la banque, enfin, qui méritent d'être travaillés en commun en fait. Mais aujourd'hui, on est sur l'énergie. Des questions? Ou Luc a été comme d'habitude super clair. Bon, je sais pas. Un sujet un peu complexe. Mylan, complète. C'est une belle cohésion des territoires. Ça marche. Merci beaucoup, Luc. Merci à toi pour cet exposé. Et puis on va poursuivre sur les accompagnements possibles en territoire avec Carole du CETIM. Donc, je me présente, Carole de Guillet, donc conseiller développement industriel au niveau du CETIM, basé en Hauts-de-France et exactement sur le site de Hénin-Beaumont. Je vais quand même centrer un petit peu ce que fait le CETIM. Donc, le CETIM, Centre technique des industries de la mécanique. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les industriels de la mécanique justement dans les ambitions, j'ai envie de dire, écologiques et économiques. Et il faut savoir que, je vais venir sur la plateforme après, il faut savoir qu'on est composé en domaines d'activité stratégiques au niveau du CETIM. Et il y a 3 domaines d'activité stratégiques qui sont divisés ensuite en pôles, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il y a matériaux, produits, procédés. Ensuite, il y a la partie performance des systèmes au niveau du CETIM et la dernière, transformation durable. Et donc, avec justement toutes ces compétences qui existent au CETIM, on a été sollicité pour réaliser donc la plateforme Quatrium des Hauts-de-France. Donc, il faut savoir que sur les plateformes Quatrium Hauts-de-France, nous ne sommes pas seuls. Il y a des partenaires. Donc, pour celle des Hauts-de-France, les partenaires sont l'ENSAM, HDFID, Hauts-de-France Innovation Développement. Il y a également Transalé, l'UIMM et l'UTC. On fait un petit sondage à main levée. Qui est-ce qui connaissait Quatrium avant ce soir? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, ceux qui connaissent. Vous connaissez? J'y étais toujours. J'ai eu la chance d'aller sur la plateforme. Pascal, tu connaissais pas? Non. Donc, 2 personnes sur Une trentaine. sur une petite trentaine. Voilà. En présentiel. Tout à fait. Il faut savoir que les plateformes Quatrium, malgré que le CETIM on fonctionne, j'ai envie de dire, il y a une partie qui fonctionne avec le business et une partie également par la taxe, par le biais de des cotisations de nos industriels qui sont, voilà, que c'est obligatoire de cotiser. Et donc, ces plateformes, elles sont accessibles à tout industriel. Et donc, le but, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition, donc comme énergétique, écologique et également transformation numérique et tout ce qui est en lien avec l'industrie du futur,
Le but, c'est vraiment de sécuriser les investissements et faire en sorte que l'industrie soit moderne et puisse, j'ai envie de dire, être compétitive par rapport aux autres, aux autres pays, que ce soit à l'international. Donc, ces plateformes ont été mises en place, c'est vraiment dans le but de susciter, de vous donner l'envie et ce besoin de transformation que vous pouvez avoir, car il y a eu un constat qui a été fait, c'est qu'au niveau des industries, souvent, le matériel dont vous disposez a plus de 17 ans d'âge, et c'est comment justement vous moderniser et vous rendre plus compétitif. Donc, ces plateformes permettent justement de découvrir les technologies qui peuvent justement vous moderniser. C'est réservé aux entreprises mécaniciennes ou une entreprise d'agroalimentaire peut visiter Quatrium? Toute entreprise peut venir visiter, sachant que le CETIM, c'est quand même Centre technique des industries de la mécanique, mais toute la partie technique que peut avoir, par exemple, dans une entreprise, comme tu dis, agroalimentaire où il y a une ligne de production, eh bien, effectivement, le CETIM peut tout à fait montrer les moyens que l'on a justement en ligne de production. Tu vois ce que c'est, par exemple, un MES en application, un jumeau numérique, etc. Tout à fait. Donc, je passe, je ne sais pas si... Territoire national. Et sur chaque plateforme Quatrium, il y a des spécificités. Je ne vais pas les énumérer toutes, hein, mais voilà, il faut savoir que si vous avez, par exemple, un besoin, vous êtes en Hauts-de-France et vous venez sur notre plateforme à Senlis, eh bien, on pourra complètement vous amener par les moyens qui existent aujourd'hui sur les ateliers qui sont, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes. Si besoin, vous avez des besoins en usinage, je sais qu'à Cluses, ils ont justement ces moyens pour vous faire, j'ai envie de dire, pour vous montrer les moyens qui existent en usinage sur notre atelier de Cluses. Donc ça, ce sont les plateformes qui existent. Ensuite, il faut savoir également que pour les industriels cotisants, il y a un accompagnement qui est fait lorsqu'on vous amène sur la plateforme. Souvent, ce qui arrive, c'est que à la base, vous venez pour 1, 2, 3, voire sujet grand maximum techniques sur lesquels voilà, vous avez des besoins et vous souhaitez être éclairé par des experts ou des ingénieurs du CETIM. Et lors de la visite de la plateforme, on a également une maquette qui montre, j'ai envie de dire, l'ensemble d'une entreprise et les différents points qui peuvent être abordés, tels que par exemple la ligne de production, la partie traitement de surface, ça peut être la partie également de tout ce qui est maintenance. Et tous ces sujets peuvent être évoqués. Et de ce fait-là, ça fait sortir d'autres besoins chez l'industriel qui se disent ah, bah, tiens, ça, j'y avais pas pensé. Mais on peut également m'accompagner sur ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça qu'on sollicite et on propose également aux industriels qui ne sont pas forcément cotisants de venir sur la plateforme pour découvrir ces technologies. Et en même temps, suite à ça, pour nos industriels cotisants, nous avons un accompagnement qui est fait. Donc, c'est un forfait qui vous permet d'être accompagné avec un de nos experts sur une thématique qui vous concerne, où vous avez un besoin justement d'améliorer. Et j'ai envie de dire, on peut passer à la diapositive suivante, qui est alors, je pense que ça va pas être clair. Ce sont des exemples d'accompagnement que l'on a pu avoir. Donc, je vais vous énumérer, je vais vous lire que le titre en rouge. Ça peut être la partie investir dans des nouveaux équipements. Ça peut être optimiser votre performance industrielle. Ça peut être également innover dans de nouveaux produits, intégrer le numérique dans vos produits et vos services, engager votre trajectoire de décarbonation, maîtriser vos consommations énergétiques et ou hydriques, et ensuite optimiser les impacts de votre activité. Là, ce sont des sujets qu'on a fait ressortir, mais il peut y en avoir d'autres. Dans ce cas-là, quand vous avez un sujet qui est un petit peu à part, faut pas hésiter à m'en parler. Moi, je me renseigne au niveau du CETIM pour savoir si nous avons les compétences, pour voir si on peut vous accompagner sur le sujet. Mais ce n'est pas restrictif. Cette liste-là, il peut y avoir bien d'autres sujets sur lesquels nous pouvons vous accompagner. Votre sens. Et ça, justement, ce sont les différentes briques de l'industrie technologique
donc l'industrie du futur et de la transition environnementale et énergétique. Donc vous voyez, c'est toutes les briques sur lesquelles le CETIM peut regarder pour vous accompagner. C'est-à-dire qu'autant au niveau de BPI, il y a un continuum dans le CETIM, il y a un continuum dans l'accompagnement sur les sujets technologiques. Tout à fait, complètement. Et il faut savoir qu'on peut faire plusieurs accompagnements. Alors, en général, on fait un accompagnement par an avec l'industriel parce que ça prend du temps de toute façon. Ça se fait pas non plus en 3 mois. Donc, on peut faire plusieurs accompagnements si besoin, si l'industriel le souhaite. On peut également accompagner des industriels qui ne sont pas cotisants. La seule chose, c'est que le coût ne sera pas réduit du fait de la cotisation. Donc, ça, c'est pour la partie des accompagnements. Je pense que tu peux passer. Je ne sais pas s'il y en a plus. Alors, je dois également vous parler. C'est du programme SAS. SAS, Industrie du futur. C'est un programme de 3 jours. Là, j'avoue, c'est spécifique pour nos cotisants. Et le but, c'est de vous accompagner sur la partie technologique, économique et stratégique. C'est de vous permettre de vous faire un peu, alors soit votre feuille de route ou vous faire prendre un peu de hauteur, car on sait très bien que les industriels aujourd'hui et les dirigeants sont souvent le nez dans le guidon. Et c'est de vous faire prendre un peu de hauteur justement sur cette partie stratégique, sur les différents sujets que vous pouvez avoir au sein d'une entreprise. C'est un diagnostic qui est pris en charge à 100%. C'est 3 jours et il y a une demi-journée en call où on fait une call de cadrage avec un expert du CETIM. Et ensuite, il y a la journée sur site où on fait le tour des ateliers et on échange avec les différents services de l'entreprise. Donc ça, c'est la journée sur site. Ensuite, il y a une journée de restitution, une journée pour le consultant, le temps de faire le rapport. Et ensuite, il y a la demi-journée de restitution. Donc, en tout, ça vous prend 2 jours de votre temps et qui est réparti sur, j'ai envie de dire, entre 6 et 10 semaines. Donc, ça vous laisse le temps, j'ai envie de dire, de pouvoir accueillir le consultant et de pouvoir échanger. Et aujourd'hui, lorsque nous faisons ce genre d'accompagnement, ça permet vraiment aux industriels. Alors, soit une petite PME qui allait, j'ai envie de dire, moins de 50 personnes et qui souhaite soit redéfinir ses marchés, se diversifier ou voir un petit peu les irritants qu'il peut y avoir dans son entreprise. Et de ce fait-là, de faire un focus sur ces irritants en faisant le business model Canva avec ce moyen-là. Et ça permet justement j'ai envie de dire, de vous montrer ou de voir ce que vous ne voyez plus parce que c'est votre quotidien. Donc, ça permet vraiment de faire ressortir ces éléments-là où il peut y avoir dans certaines entreprises, ils ont une diversité de sujets très large. Ils se disent, mais je dois agir sur je vais dire, un sujet technique, il peut y avoir un sujet d'usinage, il peut y avoir un sujet écologique ou environnemental. Et ils se disent, par quel bout le prendre? Et dans ce cas-là, ça nous permet justement, en fonction de l'activité de l'entreprise et des échanges, de déterminer les priorités et les sujets sur lesquels vous devez en premier lieu agir. Donc, et en même temps, comme je dis, ça permet vraiment de prendre de la hauteur et du recul par rapport à votre activité et d'échanger avec un expert qui est en dehors du CETIM et qui peut vous montrer des choses, des fois, que vous ne voyez plus parce que vous avez le nez dans le guidon. Donc voilà, ça c'est le programme SAS Maturité Industrielle. Et BPI, justement, on a parlé également. Donc le CETIM est dans un accélérateur justement sur la transition écologique environnementale. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce sujet, de revenir vers moi et on se chargera justement de vous orienter. Le programme, il a commencé avec la BPI, mais il est tout à fait possible d'intégrer le programme en cours de route parce qu'il vient juste de commencer. Il a démarré le 4 décembre. Donc, il n'y a pas encore eu non plus énorme de réunions. Donc, n'hésitez pas si ce sujet vous intéresse. Ensuite, si vous le souhaitez, j'ai des plaquettes Quatrium et j'ai également ici quelques fiches. En fait, avec votre téléphone, vous scannez le QR code et ça pourra vous montrer justement excusez-moi,
les sujets technologiques qui peuvent être vus au CETIM à Senlis. Donc, je vais les laisser là. Je le récupérerai après, mais n'hésitez pas si il y a le sujet caractérisation en fatigue, qualification en compatibilité électromagnétique, contrôle et surveillance, bétose en feuille, performance en fatigue, robotique, transmission de puissance, usinage. C'est tous des sujets qui sont abordés justement sur notre plateforme à Senlis et que vous pouvez venir visiter si vous le souhaitez lorsqu'on fait un rendez-vous Quatrium. Vous venez visiter et pareil, ça vous fait émerger de nouveaux sujets, ça vous fait découvrir certaines technologies. Donc, je pense que j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Carole. Est-ce que vous avez on a encore un petit peu de temps avant de passer au cocktail. Je suis désolé pour les personnes qui sont à distance, mais c'est réservé pour ça à ceux qui sont en présentiel. Est-ce que vous avez Oui, je suis taquin, effectivement. Mais est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants, des réflexions, des suggestions, des points d'étonnement? Il n'y en a pas. C'est que tout le monde a été super clair. Donc, on vous a super assommé. Je peux peut-être, tu me permets. Alors, c'est pas une question, mais c'est une observation. Alors, il se trouve que la bizarreté de la chose me fait que je connais un peu tous les dispositifs qui ont été présentés ce soir et j'en ai été bénéficiaire à certaines occasions. Et si je peux me permettre de communiquer ça à mes collègues, ça me fait toujours plaisir. Et donc, je suis en cours de discussion avec la Sofitech pour une solution de factoring justement. Et donc j'ai redécouvert quelqu'un que Nicolas m'a présenté, qui s'appelle Jérôme, qui est là et qui est plein de bonnes idées, de bons plans et tout ça. Donc, bravo pour ce que tu fais et ce que tu représentes. Et donc oui, c'est comme quoi pendant 3-4 ans, c'est bon, j'avais pas de besoin, puis un jour j'ai un besoin, il était là, donc ça c'est plutôt bien. Le CETIM, bien souvent on voit la taxe et on dit mince, à quoi ça sert ce truc? Je suis désolé. Non, mais monsieur Martin pourra témoigner de dire à quoi ça sert la taxe. Non, mais donc j'allais en venir à ça. J'ai eu la chance d'aller à Senlis, visiter la plateforme Quatrium, j'ai eu la chance de visiter les installations et on mesure bien mieux à quoi sert et j'en suis à mon deuxième accompagnant CETIM de l'année qui me coûte à peine 4 000 € pour plus de 10 journées consultant. Donc j'ai redynamisé mes flux en interne grâce au premier accompagnement et là on est en train de changer de RP pour passer sur une solution MES grâce à des dispositifs qui sont très très intéressants. Merci de faire ce que vous faites. Et puis enfin BPI, qu'on présente plus et avec des solutions aussi innovantes, malheureusement des fois sous-coté ou sous-connu. On a Michel Pi qui a fait partie de l'accélérateur Hauts-de-France, si on peut le citer, et qui est un exemple sur cette partie-là, avec une belle PME qui est devenue une belle ETI aujourd'hui. Ça fonctionne. Donc merci de nous avoir présenté tous ces dispositifs. Merci. Sur l'innovation, industrielle, comme innover, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que startup, c'est bien beau, à toutes les coûts économiques. Et aujourd'hui, pour avoir une exécution forte, souveraine, il faut aussi se créer ces marchés de demain et ça ne marche pas. Ça passe par de l'innovation, la prise de risque. Quand on a une startup et qu'on est fougueux, peu de gens encore sur des bras, donc on a peut-être moins de scrupules à foncer. Quand on est industriel et qu'on a des salariés et toute une machine à faire tourner, c'est pas forcément les mêmes libertés qu'on a. Donc d'avoir le soutien de BPIFrance et des dispositifs qui sont là pour vous aider et vous inciter à prendre des risques, parce que si ça marche pas, vous avez le droit que ça marche pas et une partie des fonds qui sont injectés deviennent de la subvention parce que prenez le risque, on est là pour le prendre à vos côtés et n'hésitez pas, et on n'est jamais trop vieux ou trop industriel pour innover. Donc certaines régions, ouais. De commerce, il y a au moins une dizaine d'années, moi j'en ai fait partie et sincèrement, ça nous avait vraiment apporté du plus, à moi à titre personnel, mais également aux équipes. Et c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que parfois on se sort. Il y a beaucoup de formations qui sont, et conseils qui sont destinés aux dirigeants d'entreprise, et finalement il n'y a pas toujours des actions qui sont dirigées également aux collaborateurs ensemble, et ça c'était un plus énorme. Ça. Bien.
Pardon. Très bien. Je vous propose qu'on conclue la partie webinaire pour libérer les personnes qui sont en distanciel, et puis nous, en physique, continuer les échanges autour de quelques rafraîchissements, pardon. Tous les intervenants restent à votre écoute, votre disposition. J'adresserai par email des contacts de chacun. Et les supports vont être téléchargeables dès que le webinaire est clôturé. Un grand merci à tous. Merci. Et- Martin.